19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 22 mai 2022. Et toutes nos excuses pour ces légers retards. Voilà, sur ce plateau, nous accueillons comme invité Alou Aye. Il est sociologue de formation. Avec lui, il sera question de ce phénomène qui est la violence en milieu scolaire. Monsieur Alou Aye, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, le temps de suivre le déroulé de l'actualité. Les femmes membres des associations islamiques du Niger ont rendu publique une déclaration dans laquelle elles manifestent totalement leur désaccord à toute idée qui tendra à les détourner des principes islamiques. C'était avec l'accord de l'association islamique du Niger. Boubacar Ibrahim. Dans une dynamique de rappel et d'ancrage de valeurs islamiques alliées notamment avec le droit du genre féminin, les femmes de la communauté islamique nigérienne ont, à travers des sorties médiatiques et spontanées dans plusieurs régions du pays, marqué leur intérêt de préserver leurs droits conformément aux principes islamiques. Elles ont à cette occasion laissé entendre qu'elles seront prêtes à refuser toute tentative visant à imposer d'autres réalités et considérations contraires aux préceptes islamiques. Nous, femmes musulmanes de Dosso, réunions et réquisons également tout acteur qui exprimerait en notre nom à travers des textes qui sont contraires à nos valeurs ancestrales. Du code de la famille au statut personnel, en passant par la CEDEF et le protocole additionnel à l'accord de Maputo, les Nigériens sont restés constants dans le rejet de tout texte ayant pour vocation de saper les fondements de notre société et ont exprimé leur profond attachement aux valeurs islamiques. On ne pense pas s'il y aura un autre, quelqu'un qui va nous amener des additifs, soi-disant que ce sont des droits, en dehors des droits prescrits par le Tout-Puissant Allah, ce qui nous a prescrit. On remercie Dieu. Dans la même optique, on souhaite que notre gouvernement, on l'exhorte, qu'il nous garantisse ces droits-là, puisqu'ils nous suffisent. Rejetons toute tentative relative, tout code de projet, toute loi à l'encontre du développement de la femme et de l'enfant. L'islam, en tant que religion universelle, a fait de la femme et de l'enfant des princes et a protégé leurs droits à la vie, à l'éducation, à l'héritage, au bien. Elles ont poursuivi en s'alliant l'engagement du président de la République de veiller à protéger les valeurs socio-culturelles et religieuses nigériennes qui en pâtissent depuis quelques années compte tenu de l'influence grandissante des valeurs extérieures. Il nous plaît de saluer le ferme engagement du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État, à préserver nos valeurs socio-culturelles et religieuses. Nous saluons l'engagement du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, chef de l'État en faveur de l'éducation de la jeune fille, un projet qui lui tient à cœur. C'est le lieu pour nous de lui formuler la recommandation au-delà de l'instruction de prendre en compte la protection physique et morale. Nous saurions également compter sur la vigilance des élus du peuple, actuellement en session parlementaire, de maintenir leur clairvoyance et de la fidélité avec la population qu'ils représentent, de rejeter tout texte contraire à nos valeurs islamiques et à nos bonnes œuvres. Jeunes filles. Nous saluons l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, en faveur de l'éducation de la jeune fille, un projet qui lui tient à cœur. Nous saurions également compter sur la vigilance des élus du peuple, actuellement en session parlementaire, de maintenir leur clairvoyance et la fidélité avec la population. Dans cette même lancée, les femmes musulmanes du Niger ont joui de l'aval des associations islamiques du pays qui disent les accompagner dans tout ce qu'elles entreprendront pour la préservation des pratiques islamiques. C'est pour nous, associations islamiques, de saluer cette sortie importante, intéressante, pertinente et opportune. Les aspects couverts relèvent d'une responsabilité morale et d'un traitement de l'actualité. Devant l'histoire, devant Dieu et devant les hommes,
les associations islamiques soutiennent vivement cette démarche et demandent à leur tour d'accorder une oreille attentive aux inquiétudes de ces milliers de femmes. À noter qu'au cours toujours de ces vastes mobilisations, elles ont eu à soulever plusieurs questions sociales nées justement de l'influence des pratiques extérieures. Elles ont d'ailleurs tenu à inviter les autorités publiques à tous les niveaux à plus d'égard pour la préservation des valeurs culturelles et religieuses nigériennes. Le chantier de la vie, c'est le titre d'un ouvrage de 155 pages écrit par un Nigérien, Dr Maman Oumarou, enseignant à Swiss UMF University et dont le local a servi de cadre pour le vernissage hier matin. C'était en présence de nombreux invités étudiants de cette université suisse au Niger. Le résumé avec Adam Soumana et Chebou Yisso. Les amoureux de la littérature en général et celle nigérienne en particulier, au rang desquels des sommités de l'enseignement supérieur, des invités de marque et étudiants de la prestigieuse université suisse au Niger se retrouvent par la présente cérémonie pour le vernissage d'un ouvrage intitulé Le chantier de la vie, un livre de 155 pages dont l'auteur Dr Maman Oumarou, enseignant à Swiss UMF University of Niger, a bien voulu éclairer l'assistance sur le choix de son titre. Première chose, une maison est faite pour vous protéger. Bien la vie aussi. Sauf que dans la plupart des cas, nous faisons des choses qui détruisent notre vie. Deuxième chose, avant de faire une maison, dans la plupart des cas, vous allez chercher le meilleur architecte pour faire un joli plan. Et je me suis rendu compte que Dieu nous a tous donné un excellent architecte qui est le subconscient. Votre subconscient produit les résultats de votre pensée. Dieu nous a donné un maçon qui a plus de entre 80 et 100 milliards de maçons, qui sont les neurones, plus les cellules gliales, qui sont aussi nombreux, sinon plus que les neurones, et qui vont se charger d'exécuter la pensée que vous avez dans la tête. Ensuite, quand je regarde un peu plus loin, je me dis, pour construire, il y a quelque chose qui joue le rôle du terrain dans notre vie. Quand le terrain n'est pas bon, même si vous avez le meilleur architecte, même si vous avez le meilleur maçon avec des ouvriers extraordinaires qui sont les neurones, mais que votre terrain, vous avez construit sur un terrain sablonneux ou qui est plein d'eau, est-ce que vous pourrez y vivre? Eh bien, le terrain dans notre vie, c'est le cœur. Quand on a un cœur qui n'est pas stable, qui n'est pas bien, même si on a des belles pensées, ça ne marchera pas. Une lecture de quelques passages du livre a permis à l'assistance de mieux apprécier l'ouvrage et le génie de son auteur, dont la contribution à l'amélioration des performances dans la vie a été soulignée par des participants en marge de la cérémonie. Je pense que c'est important d'avoir ce genre d'événement ici au sein de l'université parce que nous, déjà en tant qu'étudiants, ça nous permet de connaître des personnes en fait, qu'on ne connaissait pas déjà avant et ça nous permet de découvrir leur travail, leurs ouvrages. J'ai trouvé très intéressant et on retrouve sa méthode parce qu'il utilise les mêmes méthodes pour nous faire cours ici. Il utilise la psychologie, la science, les négociations, tout ça. Il fait un mélange de plusieurs domaines en fait pour nous apprendre, pour nous enseigner. Et c'est ce qu'il a essayé de développer dans son ouvrage. Moi, je connais en tout cas la plus-value que ça apporte, même au-delà des étudiants, mais c'est en tout cas surtout le capital humain, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, que ça apporte énormément. Et je pense que c'est une fierté en tant que Nigérienne d'avoir un compatriote justement qui a accepté de partager toute cette connaissance et de mettre à notre disposition. Je pense qu'il nous incombe maintenant à nous de se l'approprier et de le mettre en pratique, d'accepter de faire une introspection et de voir ce qui ne va pas en nous d'abord avant de chercher ce qui ne va pas ailleurs et d'essayer de travailler sur nous. Et je pense qu'avec cet ouvrage, ça pourrait aider à le faire en tout cas. A noter que ce vernissage du livre se veut le deuxième du genre organisé par Swiss UMF University of Niger qui l'inscrit dans une démarche de la culture de l'excellence. Swiss UMF University of Niger a inscrit l'accueil de cérémonie de vernissage d'ouvrage en bonne place dans sa stratégie de rayonnement intellectuel et scientifique et de soutien à la production industrielle. Pour nous, le fait que Dr Momo en tant que chercheur, les enseignants-chercheurs et même les praticiens publient des ouvrages, c'est fondamental, c'est ce qui manque dans notre environnement. C'est ce qui manque au Niger, c'est ce qui manque dans nos universités. Donc pour nous, en tant qu'université, c'est très très important d'accueillir des activités de ce type-là, puisque pour moi, c'est un exemple
c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose qui va ouvrir les portes pour d'autres. Et nous, par exemple, à l'UNEF, on a même dit à nos enseignants qu'on est prêt à vous accompagner pour publier vos ouvrages. La lucidité de l'auteur à travers ses réponses aux questions de l'assistance sur l'ouvrage Le chantier de la vie et les appréciations des fins connaisseurs en la matière ont amené nombreuses personnes à s'en procurer ce chef-d'œuvre. À Swiss University of Niger, nous pensons différemment. Situé dans le département de Torodi, région de Tillabéri, le village de Bolsi 1 a subi une attaque des bandits armés. Le 13 mai dernier, les assaillants ont tué 5 personnes, dont le chef du village. Comment se sont déroulés les événements? Éléments de réponse dans ce reportage signé Ismaël Mouni et Nasser Seydou. Le chef du village et 4 autres de ses administrés sont froidement abattus par les terroristes venus à bord de moto le vendredi 13 mai dernier à Bolsi 1. Ce dernier est un village situé dans le département de Torodi. Un des témoins oculaires retrace l'histoire. Jumma banengo banda ika goro windera kalzanke zulgne se hay wallahi porpore go zul ko winde ko rala bindey ine se hay imi bonceci albore medame bora medame zaku dor huela ko kotugo egu te hu kakahu isbega huwe fuye gudu bore ko konde gengen fonnolla non ni do bamme gero bumbo telefone nge hon me jira se ine me jira se nge do bore kange ka ceci bore kul kanga do din kula mi pat bora kango ke bore ba ane wallahi bore ba me jira kango telefone me jira fa se kango ke bore ba gumo anam suban bore la ine he fono kini ina marjuno songo ya kini ine guri hinzun min tuwaranka ine matibe ka guri hinzun min tuwaranka ine o ine to gur taci bo ko kange gal ko rala wallahi nge gawi nan kay kon jama bore man to baba sanda de nendo garo wone do kan imam malfesintino hey gokiwi. Pour ces rescapés, il n'y a aucun doute. Ces 5 personnes tuées ont été ciblées par les terroristes bien avant cette descente. Wallahi igibe zama ba bore kankadin kwari je gwara o zama mbay iko ndano zama bore ngono kan go koyra la kayinde da non to feri ya danga bin borsi dugne bore won isu bore be igme gero be ig bore won kan wi mo be bore kan man tu bore kay man wi mo da igibe. À travers ce témoignage, il est clair que ces terroristes ont des complices parmi les populations qu'ils ont d'ailleurs infiltrées, du moment où ils ne choisissent pas par hasard leurs victimes qu'ils tuent à bout portant pendant leur descente dans les villages. Voilà, je vous donne lecture de ce communiqué de presse de l'ONG École sans violence, ESV en Niger. L'ONG École sans violence a appris avec amertume l'assassinat de M. Moussa Issoufou Dankandé, directeur de l'école primaire de Guidan Alami, direction départementale de l'éducation nationale de Bouza, par l'un de ses élèves du CM2. L'ONG École sans violence fustige et condamne cet acte crapuleux qui gire avec nos valeurs et nos principes. L'ONG École sans violence présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et à l'ensemble des enseignants du Niger. L'ONG École sans violence dénonce par la même occasion l'agression barbare perpétrée par un individu sur une enseignante de l'école Boa de Tawa. L'ONG École sans violence se félicite de l'intervention rapide et efficace des forces de défense et de sécurité qui ont maîtrisé l'agresseur avant de le conduire au commissariat de Tawa. L'ONG École sans violence demande au gouvernement du Niger de prendre des dispositions qui s'imposent pour garantir la sécurité en milieu scolaire. L'ONG École sans violence marque au ministre en charge de l'éducation et de la formation sa disponibilité bénévole à mener des campagnes de sensibilisation dans des établissements scolaires sur les thématiques liées à la violence à l'école, tout en invitant les autres acteurs à lui emboîter les pas. L'ONG École sans violence lance un appel pressant à l'endroit de tous les acteurs de l'école afin qu'ils se mobilisent comme un seul homme pour une école sans violence au Niger. Fait à Niamey le 22 mai 2022, le président Rabiou Bahari.
Voilà, je l'ai annoncé en début de cette édition. Nous accueillons comme invité du journal Alou Aye. Il est sociologue. On va justement parler de ce phénomène, la violence en milieu scolaire. Les derniers actes, c'est l'assassinat d'un enseignant par son élève du CM2. Il y a eu également, presque dans la même semaine, l'agression d'une enseignante par un parent d'élève. Il y a eu aussi le comportement des étudiants à l'université d'Ottawa. Alors vous êtes sociologue, qu'est-ce qui explique cet état de fait? Merci M. Nasser. Je pense que si nous devrions analyser et chercher les causes de l'excès de la violence que nous sommes en train de constater ces derniers temps dans nos établissements scolaires, je pense peut-être qu'il faudrait un peu décliner un certain nombre de raisons parmi tant d'autres. La première raison que nous pouvons évoquer, ma foi, je pense que c'est notre environnement. Si nous faisons une lecture de notre environnement socio-culturel, nous constatons malheureusement que notre environnement draine ou fait la promotion, quelque part même l'apologie de la violence. Trop de violence, trop de sexe, trop de délinquance dans tout ce qui entoure nos enfants. Aujourd'hui, au quotidien, ils ne sont que devenus de véritables consommateurs de ces éléments. Notre environnement, je l'ai dit, parce que si nous prenons l'environnement de nos adolescents-là, est à plus de 80% émaillé par l'Internet, les mass médias. Or, nos mass médias, nos moyens de communication ne font que diffuser à longueur de journée la violence. Or, vous savez bien que l'être humain n'est que le produit de son environnement socio-culturel. Nous ne sommes que le reflet de cet environnement. Si dans la construction de l'enfant, il y a trop de violence qu'il constate, il va finir quelque part par banaliser la violence. Et peut-être même se l'approprier et penser que c'est aussi facile de tuer, aussi facile d'agresser, aussi facile d'être violent parce que son environnement malheureusement le commande. Son environnement lui montre en longueur de journée que la violence n'est rien, que la violence c'est un des moyens de servir. Donc je pense que la première chose que nous devrions indexer, c'est véritablement notre environnement socio-culturel. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'éducation. C'est un problème d'éducation. L'échec, j'allais dire, de notre système éducatif. Pas forcément l'école, mais au-delà de l'école, l'éducation qui commence à la base, qui est la maison, qui est le foyer. Les parents ont, vous le savez tous, on a démissionné. On a démissionné véritablement dans la transmission des valeurs à nos enfants. On a démissionné, et j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en train de devenir beaucoup plus des géniteurs que de pères. On a le plaisir de mettre au monde des enfants, mais on n'a pas la capacité ou le devoir, on oublie ce devoir de transmettre l'éducation de base à ces enfants. Parce que la construction de l'enfant, c'est une boule de chair, comme on le dit, à la naissance de l'enfant. C'est à nous de le construire. C'est à nous de lui inculquer un certain nombre de valeurs. Et si nous ne sommes pas à mesure de le faire, dites-nous que la rue va le faire. Dites-nous que les médias vont le faire à notre place. Et par conséquent, nous aurons des résultats autres que ceux que nous sommes en train d'atteindre. Et c'est pourquoi je dis, l'excès de violence là, à la limite, est prévisible. C'est des situations qui sont là où on est en train d'abdiquer dans le fondement, les éléments essentiels de la vie. Et par conséquent, nous avons laissé nos enfants à la merci de la nature. Nous avons laissé les enfants à la merci des médias. Nous avons laissé les enfants à la merci de la rue. Et c'est tout à fait normal que nous puissions récolter ce genre de résultats. Aujourd'hui, l'école, qui est censée être le chantre, si vous voulez, du savoir, le lieu idéal où on doit transmettre le savoir. Aujourd'hui, nos écoles sont quoi? Sont des véritables poudrières où c'est vend, se consomme, s'achète
de l'alcool frélaté, de la drogue, du tabac, tout ce que vous pouvez imaginer comme stupéfiants sont dans nos établissements. Eh bien, je ne serais pas étonné lorsqu'un adolescent de nature, qui traverse une phase de crise, qu'on appelle la crise pubertaire, en temps normal même, c'est une étape de la vie, de la vie du monde, qui amène l'enfant à agir autrement, à être violent et à être rebelle par rapport aux dispositifs sociaux qu'il trouve. Mais imaginons cet enfant-là qui, en plus de ça, est en train de prendre des stupéfiants, est en train de prendre de la drogue. Il sera de l'extrême violence. Il est en mesure de tout faire parce que quelque part, il n'a plus de limites. Eh bien, je pense que c'est l'ensemble de ces éléments réunis. La démission des parents, notre environnement qui fait à la limite l'apologie de la violence et le laisser aller qu'on constate par rapport à la prise de stupéfiants qui ont fini par polluer l'atmosphère et rendre nos enfants autre chose, nos adolescents autre chose malheureusement. Alors, M. Alou, s'il faut exactement situer les responsabilités, alors où se situent les responsabilités des uns et des autres? Oui, merci. En termes de responsabilité, je pense qu'il faudrait d'abord situer la première responsabilité au niveau des parents. Parce que les parents ont la lourde responsabilité de donner l'éducation de base. Or, tout enfant, c'est comme un immeuble. Le fondement, la fondation, si elle n'est pas solide, l'immeuble ne peut pas tenir longtemps. La fondation, là, elle incombe aux parents. C'est à nous de transmettre les éléments qui puissent construire nos enfants avec une certaine vigueur. Lorsque l'enfant est bien construit, même si l'influence extérieure est là, vous allez voir que votre enfant serait à mesure de résister. Mais lorsque vous n'avez pas su lui donner les éléments fondamentaux qui puissent le forger, c'est tout à fait normal que dès qu'il y a un petit coup de vent, qu'il puisse succomber. Eh bien, c'est pourquoi j'ai dit la première responsabilité incombe d'abord et avant tout aux parents. Ensuite, la société, la communauté. Parce que l'éducation de l'enfant, ça ne se résume pas uniquement aux parents. C'est un processus tout au long de la vie de l'individu et qui passe à des étapes. La première étape, c'est d'abord les parents. Ensuite, la société doit prendre le relais. La société doit avoir un regard sur l'éducation de nos enfants. Si dans le temps, l'enfant est considéré comme étant un bien qui appartient à la communauté, aujourd'hui, tel n'est plus le cas. La société ferme les yeux. Tant que ce n'est pas ton enfant, personne ne s'en occupe. Et même si, par ailleurs, vous hasardez l'enfant d'un voisin, il est dans une situation où il faut sanctionner, vous sanctionnez, et bien demain vous allez voir son papa devant votre portable. Parce qu'on n'a plus cette latitude de permettre à autrui d'avoir un regard sur l'éducation de nos enfants. Or, c'est un élément important, c'est une étape importante, puisque l'enfant, lorsqu'il va grandir, il va franchir les portes de l'école et les portes de la maison. Il sera au dehors, avec d'autres enfants. Et bien, si au dehors, ce que vous avez transmis, au dehors ne trouve pas la même chose, vous aurez failli. C'est pourquoi l'éducation, c'est non seulement la transmission, mais également le suivi. Il faut que les parents, avec la communauté, puissent suivre. Ensuite, le deuxième et le troisième élément, je pense que c'est l'État. L'État qui a le pouvoir surveiller, de pouvoir réprimer, de pouvoir agir. L'État doit le faire. On ne doit pas laisser l'éducation des enfants uniquement aux parents et à la communauté, mais l'État doit intervenir de temps à autre pour pouvoir réguler les choses. Je me rappelle, il n'y a pas peut-être 2 mois de cela, il y avait la police, je pense bien, de Mers, qui a initié une action salvatrice en passant d'école à école pour sensibiliser les élèves, sur les méfaits des stupéfiants. Donc, ces genres d'actions sont salvatrices et il faudrait les renforcer jusqu'au niveau rural, parce que tout commence parfois de bas vers le milieu urbain. Par conséquent, donc, je pense bien que l'État a la possibilité. Il suffit tout simplement que l'État prenne conscience que nous sommes en train de détruire quelque part l'avenir de ce pays-là. Parce que cette jeunesse aujourd'hui,
Vous ne pouvez pas, et c'est très difficile dans une ville, ne pas avoir un nombre extrêmement important de jeunes qui sont dans cette situation-là, dans cette situation de prise d'alcool, dans cette situation de délinquance, dans cette situation de violence. Eh bien, ces jeunes-là, demain, lorsqu'ils seront grands, c'est eux qui vont prendre la relève. Est-ce qu'ils peuvent assurer véritablement cette relève? Donc c'est pourquoi je dis bien, il faudrait quelque part que l'État, à travers les ministères qui sont chargés de veiller à ce genre de situation, puisse interpeller l'État du Niger afin que nous puissions créer des dispositifs nous permettant de rattraper encore ce qui est sauvable. Alors, M. Alou, en parlant de l'État, avec l'avènement de la démocratie, il a été interdit le châtiment corporel au niveau de l'école primaire. Est-ce que vous pensez que c'est là peut-être à la base de tout ce comportement? Oui, c'est un des éléments, en tout cas, qui peut expliquer. Voyez-vous, ça c'est un des premiers éléments. Quand je lançais, je donnais l'exemple de parents d'élèves qui est venu agresser l'enseignante. Merci. Donc, on a suspendu le châtiment corporel. Peut-être pour des raisons propres à eux, lorsqu'ils ont pris ces mesures, mais je vous avoue que c'est un élément important de la construction de l'enfant. On ne dit pas de châtier systématiquement, mais comme on le dit, qui aime bien châtie bien. Nous ne pouvons pas construire des enfants avec un certain caractère, avec du charisme, avec de la personnalité, lorsque quelque part on ne peut pas les sanctionner. Lorsque quelque part on va fermer les yeux sur leurs fautes. Je vais vous donner un exemple. J'ai l'habitude de le dire, les Nigériens, on est comment est-ce qu'on appelle, reconnu comme étant un des peuples très intelligents. Les Nigériens sont très forts dans la conception des documents. Mais dans la mise en œuvre, nous sommes toujours malheureusement le dernier. Parce que nous n'avons pas cette autorité, nous n'avons pas cette rigueur dans la finition. Prenez les chantiers. Vous allez voir la finition d'un côtier par rapport à la finition des Nigériens. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans leur éducation de base, je me dis bien, l'explication peut se retrouver là-bas. On les a appris à être appliqués. On les a forcés à s'appliquer, à s'adonner à une certaine rigueur pour que le produit que vous allez avoir puisse être de qualité. Or, chez nous, il y a beaucoup plus de laxisme, il y a beaucoup plus de laisser aller. On veut beaucoup plus caresser dans le sens de poil nos enfants que de leur dire la vérité, que de les sanctionner, que de les punir pour qu'ils puissent demain véritablement comprendre qu'ils sont en faute et corriger. Et tant que dans la vie on ne sanctionne pas, eh bien vous allez avoir un individu qui sera léger, qui ne sera pas à la mesure de pouvoir véritablement donner quelque chose de qualité, d'une très bonne qualité. Donc voici, je pense bien, l'un des éléments. Mais l'autre élément que nous ne devrions pas oublier, c'est qu'on a clochardisé malheureusement l'enseignant. Avec le système de volontariat, avec le système de contractuel, vous allez voir des enseignants qui sont en bourse, qui non seulement n'ont pas de niveau, n'ont pas la vocation, et ils sont là. Le pécule ne tombe pas. Un enseignant peut te faire 3-5 mois sans pécule. Ou il sera obligé de courber les chines et partir chercher, quémander auprès du chef du village. Ou le tablier du village. Ou faire de ponctions dans les cotisations de COGES. Cet enseignant-là, comment est-ce qu'il peut être respecté? Ce n'est pas possible. Si nous devrions véritablement, si nous voudrions véritablement revenir à cette autorité de l'enseignant, il faudrait que nous soyons en mesure de recruter des enseignants de qualité et les mettre dans les meilleures conditions. Parce que dans le temps, l'enseignant, c'est une fierté. Dans le temps, l'enseignant, c'est un exemple. Parce qu'on sait qu'il transmet le savoir, il sait le faire en plus. Mais il était véritablement protégé par un minimum de besoins. Mais aujourd'hui, non seulement il n'y a pas la qualité au niveau des enseignants, mais en plus, malheureusement, ils sont dans des situations précaires qui les obligent à tendre la main. Par conséquent, ils deviennent la risée de tout le monde dans le village. Et les enfants n'ont pas honte ou ils ne perdent pas un temps de pouvoir s'en prendre à ces enseignants-là parce qu'ils sont fragiles. Donc voici véritablement ces éléments-là, je pense qu'il faudrait corriger
pour pouvoir améliorer le statut de l'enseignant et de surcroît également redorer le blason du système éducatif. Monsieur Alou, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes sociologue, également communicateur. Voilà, monsieur, dames, c'est également tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.